des enfants. Si on regarde par contre la citation qui est mise aujourd'hui pour la journée du mardi 15, qu'est-ce que nous dit Léonard de Vinci? La sagesse est fille de l'expérience. Donc l'expérience vient avec les barbes, vient avec les cheveux blancs, et effectivement ça signifierait que les adultes sont capables d'être sages et pas les enfants. Et si on regarde maintenant, alors vous voyez je fais dans le désordre, ça n'a aucune importance puisqu'on va travailler sur cette ambiguïté-là. Si on regarde la citation de Carol Breckman, elle nous induit bien que finalement les adultes qui se croient sages ne le sont peut-être pas autant que cela, et les enfants auraient peut-être une sagesse innée, spontanée, que l'on néglige peut-être un peu trop souvent. Alors je me suis posé la question en me disant, mais de quelle sagesse je vais parler? Je me demande finalement, où sont les sages? Est-ce qu'il existe vraiment des sages? Et finalement, même à quoi sert la sagesse? Alors je ne sais pas si au bout du deuxième jour vous avez des idées, mais si vous en avez, j'aimerais bien un petit peu réfléchir avec vous. Et j'ai envie de dire, dans cette réflexion-là qui nous met face à une certaine ambiguïté, mon travail de thérapeute ne m'aide pas. Parce que, qu'est-ce que j'entends quand je reçois des adultes? Quand je reçois des adultes, j'entends des femmes, des hommes qui peuvent avoir 35, 40, 45 ans, qui énoncent la sagesse de leur enfance comme un lieu de souffrance. Combien de fois j'entends des adultes dire: quand j'étais jeune, je ne devais pas faire de plis, je ne devais pas faire de vagues, je devais rester dans le fond de quelque part, et je me suis habituée à me soumettre, à obéir, et il y a une blessure de l'identité, je ne sais pas qui je suis. Comme si une certaine sagesse, dans le sens de l'obéissance, pouvait altérer un petit peu l'identité, la conscience de soi, et du coup rendre aussi difficile la rencontre avec les autres. Alors, évidemment, donc, ambigu parce que jusqu'où être sage? À quoi sert la sagesse? Si c'est pour ne pas savoir qui on est, effectivement, est-ce qu'il y a de la vertu dans la sagesse? Si on l'entend comme sagesse, comme obéissance. Alors, évidemment, vous ne serez pas étonnés, ces adultes qui se demandent s'ils n'ont pas été trop sages quand ils ont été enfants, ou du moins qui condamnent un petit peu la sagesse dans laquelle ils se sont un petit peu cantonnés quand ils étaient enfants, comment se situent-ils en tant que parents vis-à-vis de leur enfant? Ils se plaignent que leurs enfants ne sont pas assez sages. Ils se plaignent qu'il faut rappeler 36 000 fois, qu'il faut les appeler 36 000 fois pour qu'ils viennent se brosser les dents, qu'ils viennent, je ne sais pas, manger, qu'ils viennent faire leurs devoirs, etc. Alors finalement, entre le trop de sagesse de leur enfance et le manque de sagesse de leur enfant, quel est le juste équilibre? Est-ce qu'on peut trouver un équilibre? Et là, c'est vrai que mes deux casquettes, quelquefois, elles se complètent, quelquefois, elles se conflictualisent. Et d'un côté, je me dis, oui, en tant que philosophe, je ne peux pas renoncer à la mise en valeur de la sagesse avec un grand S. Mais en tant que thérapeute, j'avoue que je me méfie et j'ai un petit peu de peine, quelquefois, devant les enfants trop sages. Les enfants trop sages m'inquiètent. Et je suis souvent amenée à leur demander, finalement, à les autoriser à oser désobéir. Alors, finalement, cette ambiguïté-là, j'ai voulu un petit peu essayer de comprendre comment on pouvait la lever, ou qu'est-ce qu'on allait faire de cette ambiguïté-là. Qui sont les sages, les adultes, les enfants? Est-ce que ça se perd, la sagesse? Est-ce que c'est le trop d'obéissance, le pas assez d'obéissance, etc. Alors, j'ai voulu regarder du côté des dictionnaires de philosophie. Alors là, c'est encore plus terrible, parce que, effectivement, les définitions qu'ils donnent de la sagesse, il y a de quoi recevoir un petit coup de massue sur la tête et comprendre encore un peu moins. Je vous en cite une. Donc, si je la retrouve, alors voilà, par exemple, un dictionnaire de philosophie nous dit que la sagesse, c'est la capacité d'un individu de se conformer à une éthique, jusque-là on peut comprendre, qui allie la conscience de soi et la conscience des autres. Elle implique, alors là il y a toute une série de choses, elle implique la tempérance,
la prudence, la prévoyance, le discernement, et elle s'appuie sur un savoir raisonné. Alors, en fonction de ça, on a reçu un coup de massue sur la tête. Qui peut être sage? Et du coup, en fait, si on voulait résumer un petit peu cette définition du dictionnaire de la philosophie, on pourrait dire finalement que la sagesse aux yeux de la philosophie, c'est le règne de la raison, avec par contre une petite pointe de résignation que l'on peine aussi à entendre. Et là aussi je cite, alors j'ai pris quelques citations comme ça parce que ça quelquefois ça éclaire un petit peu. Aristote définissait le sage ainsi: le sage poursuit l'absence de douleur, jusque-là tout va bien, on pourrait être d'accord, et non le plaisir. Alors là, je pense qu'on a un petit peu de mal à l'entendre au jour d'aujourd'hui. Alors, face à cette ambiguïté, elle est ambiguë aussi, la sagesse, parce que finalement, on ne sait pas finalement quelle est la fonction, la finalité de cette sagesse-là. Est-ce qu'on demande aux gens, aux enfants, aux adultes d'être sages? Est-ce que c'est une bonne façon de les assouvir? Effectivement, quelle est la fonction de la sagesse et de cette obéissance, quelquefois, cette conformité dans laquelle on tente d'amener un petit peu les enfants. Alors, et là j'ai vraiment pris une position finalement très, très philosophique, quelque chose me semble s'imposer. Cette ambiguïté-là, elle nous donne le vertige. Parce qu'on ne sait pas définir la sagesse, on ne sait pas qui sont les sages, on ne sait pas à quoi sert la sagesse, on ne sait pas s'il est raisonnable de vouloir être sage, on ne sait pas si quand on est sage on peut le rester longtemps. Donc effectivement, face à cette ambiguïté, qu'est-ce qu'on peut faire? Et je me suis demandé si finalement la voie de la sagesse, ce n'était pas de prendre à bras le corps cette ambiguïté, de l'accepter comme telle, et d'accepter finalement de ne pas mettre la sagesse dans une des cases, sage, obéissance, soumission, tranquillité, etc., mais d'admettre finalement que la sagesse, dans son ambiguïté, nous renvoie à l'ambiguïté essentielle de notre humanité, de l'être humain. Nous sommes, et là je suis dans un courant de la phénoménologie, qui considère que l'être humain est un être fondamentalement ambigu, ambivalent, que nous sommes des êtres en tension permanente entre nos pôles positifs et nos pôles négatifs. Nul n'est toujours complètement bon, nul n'est toujours totalement sage, nul n'est jamais totalement méchant, et que finalement, si nous acceptons de ne pas chercher à définir la sagesse, mais à la maintenir, à préserver son ambiguïté, c'est-à-dire son côté insaisissable, son côté complexe, dans le sens où un enfant qui obéit peut être un enfant sage, mais un enfant qui désobéit est aussi quelquefois un enfant sage. On ne sait pas non plus si quelquefois il est plus sage de parler ou de se taire. On ne sait pas non plus s'il est quelquefois plus sage de mentir ou de révéler un secret. Donc, si on prend à bras-le-corps, si on accepte de naviguer dans cette complexité de la sagesse, il me semble que c'est déjà un premier pas vers la voie de la sagesse, c'est-à-dire qu'on accepte l'idée que l'être humain ne peut pas être défini. On ne peut pas catégoriser ni une personne, ni des enfants dans le rang des bons, des pas bons, des méchants, des gentils, etc. Et que cette ambiguïté à l'œuvre qui s'exprime à travers cette notion de sagesse, c'est vraiment en la respectant qu'on arrivera finalement à non seulement respecter la complexité de l'être humain, mais aussi laisser la place au devenir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne peut pas définir un être humain, on accepte l'idée
rien n'est figé, que ce qu'il a été à un moment donné, il pourra l'être différent à un autre moment. Alors, cette ambiguïté-là, j'ai envie de dire que... Alors, si vous me voyez marcher, et c'est parce qu'on va commencer à peut-être un peu aussi... Alors, je vais avoir deux aspects. On va être très sage là pendant quelques 5 minutes, où je vais parler un petit peu de philo, et après, on va être moins sage, parce qu'après, je vous raconterai des histoires d'âne, d'ânesse, de caméléon, de d'iguane, etc. Mais là, je vais camper un petit peu le sujet. Et si vous me voyez marcher, c'est parce que j'ai une phrase de Nietzsche en tête, et je pense que ça peut nous aider. Nietzsche qui nous disait... qui disait que les grandes idées venaient en marchant. Alors, j'espère qu'en marchant, j'essaierai d'avoir des idées un petit peu claires pour vous et un petit peu à partager. Peut-être que vous aurez aussi des idées vous viendront. Donc, Nietzsche disait effectivement que les grandes idées venaient en marchant. Alors, cette ambiguïté-là, j'ai envie de dire, comment est-ce qu'on peut... l'accepter, la prendre à bras-le-corps sans être perdu. Je pense qu'un des premiers pas à faire, si on veut préserver cette ambiguïté-là, cette ambivalence de l'être humain, cette complexité de l'être humain, si on veut la prendre à bras-le-corps et ne pas la réduire, je pense qu'il faut faire déjà un premier effort et accepter l'idée de sortir de la pensée dualiste. Vous savez, la pensée qui classe les choses en positif et en négatif. Commencez à ne plus accepter l'idée qu'on peut mettre une frontière, et Dieu sait si actuellement la notion de frontière est très poreuse et très interrogative, on ne peut pas mettre de frontière entre les sages et les passages. D'abord, les passages, c'est aussi bien vous que moi. Les sages, c'est aussi bien vous que moi, effectivement. Le sage et le non-sage, ce n'est pas forcément l'autre. Quand on parle des enfants sages, il y a aussi l'enfant que nous avons été, l'enfant qui continue à être en nous et qui n'est pas toujours sage et qui nous dicte des choses. Alors, la pensée dualiste, il faut commencer à en sortir et admettre finalement que le monde n'est pas clivé en positif et en négatif. Et admettre l'idée, parce que la pensée positive, la pensée dualiste a quelque chose de dangereux, elle condamne le négatif et elle valorise le tout positif. Elle cherche le tout moral, le tout bon, le tout bien. Il faudrait effectivement être dans une tension qui ferait de nous des êtres presque parfait, et ce matin on a entendu quelque chose de beau, faire le deuil effectivement de l'idée que l'on pourrait être bien, être même mieux que le voisin ou que les autres parents. Donc effectivement la pensée dualiste, la pensée binaire a tendance à valoriser le tout positif. Et je m'en méfie, et là cet été j'ai relu Camus, j'ai relu Camus parce que je trouve qu'il a une actualité extraordinaire. Alors si je retrouve, oui, la phrase de Camus, qui montre bien comment il faut se méfier du tout positif, il dit, et c'est dans le mythe de Sisyphe, il dit « J'ai vu des gens mal agir avec beaucoup de morale ». Donc on pourrait dire « J'ai vu des gens mal agir avec beaucoup de sagesse ». Et effectivement, pour ceux qui travaillent avec des enfants, etc., combien au nom de l'amour, au nom de bons sentiments, on peut détruire un enfant. Alors, donc, sortir de la pensée binaire, refuser de rentrer dans la pensée binaire, c'est aussi la pensée binaire qui condamne le négatif. Or, les enfants pas sages, on l'a vu tout à l'heure avec Monsieur Lachat, les enfants pas sages, les enfants qui font des bêtises, les enfants violents, les enfants récalcitrants, sont des enfants qui sont intéressants et qui m'intéressent. Et là aussi, le négatif peut faire advenir des ressources inexplorées. Et là aussi, une phrase de Camus que j'ai adorée et que j'ai soulignée dans le bouquin, il dit « Il n'y a pas de soleil sans ombre, et il faut connaître la nuit ». C'est-à-dire que même quand il y a trop de soleil, même quand il y a trop de sagesse, allons voir quelle est l'ombre qui se cache derrière cette sagesse-là, et quand il y a trop d'ombre, allons voir le soleil qui peut émerger derrière ce trop d'ombre. Donc là, il me semble que cette notion de sagesse, on arrive à y rentrer, on arrive à y naviguer si on est d'accord avec finalement
cette complémentarité des contraires. Si on sort de la pensée binaire, à ce moment-là, on accepte l'idée que nul ne peut être tout à fait sage, que on ne décide pas d'être méchant, d'être pas sage. Souvent, et qu'il est très intéressant de se prendre, de réfléchir à ce qui résiste à la sagesse, à ce qui fait barrage à la sagesse. Combien de petits patients j'ai me disent: tu sais, j'aimerais obéir à papa, à maman, etc. J'aimerais être sage à l'école, j'aimerais faire moins de bêtises, mais c'est plus fort que moi. Donc, en allant voir effectivement du côté de ce qui résiste et en ne le mettant pas de côté, du côté de ce qui est à exclure parce que c'est du négatif, nous allons apprendre beaucoup de choses. Et j'ai envie de dire, cette pensée binaire qui s'impose, parce que c'est facile, hein, on classe, on met du côté les bons, du côté ce qui est lumineux, du côté négatif ce qui nous gêne, hein, on exclut un petit peu tout négatif. Cette pensée, sortir de cette pensée binaire, ce n'est pas facile. Et je me suis dit, alors là je continue, si c'est pas trop indigeste pour vous, je continue encore 5-6 minutes de philo et après on passera des exemples plus concrets. Mais je pense que vous les savourez peut-être encore mieux quand on aura vu ça. Parce que pour entrer dans la pensée de l'ambiguïté, la pensée de la complexité, on n'y est pas tellement habitué dans nos philosophies un peu cartésiennes, un peu occidentales, un peu européennes. Et j'ai pensé à quelques guides qui pouvaient nous aider. Là aussi, j'ai pris des citations qui sont assez éclairantes. J'ai pensé par exemple à Lao Tse, qui est le créateur, le fondateur du taoïsme, donc pensée chinoise, et qui dit des choses comme ça pour montrer comment les choses se renversent en leur contraire. Il dit, donc Lao Tse, tout le monde connaît le beau comme beau, et c'est déjà le laid. Tout le monde considère le bien comme bien, et c'est déjà le mal. Donc méfions-nous là aussi de trop rester dans la définition de la sagesse, etc. Il y a un autre philosophe aussi que j'aime beaucoup, mais qui n'a fait dont on n'a reçu que des fragments. C'est Héraclite, vous savez, celui qui disait on ne se baigne jamais dans la même eau, il n'y a jamais la même eau qui coule sous le pont. C'est un philosophe présocratique qui, donc il n'était pas encore dans une pensée un petit peu fermée, et qui mettait en évidence la mobilité de l'être humain, la mobilité finalement, l'être humain en tant qu'il est toujours en changement possible, en devenir possible. Donc c'est un penseur du devenir, c'est ça qui est intéressant. Et il y a une phrase que j'adore et que je peux citer avec des patients adultes ou adolescents, ils comprennent très bien quand ils se plaignent d'être méchants, de ceci, de cela. L'opposé coopère, c'est-à-dire qu'effectivement tout ce qui est contraire est complémentaire. Et en une seule phrase, il éclaire les choses. Alors là, un petit détour aussi pour vous dire que la philosophie, il ne faut pas avoir peur de lire des livres et de ne rien comprendre pendant 5, 6, 7, 8 pages. Moi-même, j'en suis encore à ce niveau-là, parce que j'ai beau avoir fait des études de philo, je crois que j'ai rien compris encore à la philo. Et l'important, c'est qu'à un moment donné, vous puissiez trouver une phrase, vous pouvez trouver un mot, quelque chose, et bing, ça vous éclaire. Et tout d'un coup, il y a plein de petites lumières qui scintillent en vous, et du coup, ça vous fait bouger, ça vous fait penser, et c'est ça qui est important. Il ne faut pas chercher à comprendre les livres de philo. Il faut chercher à voir comment ils peuvent vous interroger, et comment ils peuvent vous faire mettre en mouvement dans votre pensée, même peu importe si on ne comprend pas. Donc cette phrase me semble intéressante, l'opposé coopère. Et alors, bien sûr, quand même, Hegel, qui, avec la théorie de la dialectique, dont vous avez quand même entendu parler, j'imagine, comment les choses se... Alors la dialectique, c'est, pour le résumer en 3 secondes, c'est la théorie du renversement. C'est-à-dire comment une chose peut se renverser en son contraire. Comment chaque chose, chaque être humain, chaque chose qui existe, chaque chose vivante, est une chose et à la fois son contraire. Le contraire, ce n'est pas l'autre, ce n'est pas en face de moi, c'est quelque chose qui appartient à la chose même. Je ne sais pas si j'ai une phrase. Et donc, comment finalement, à partir d'un enfant pas sage,
L'enfant passage peut se transformer, et heureusement qu'on y croit puisque c'est quand même notre métier, et chaque chose est en soi et son contraire, chaque chose peut faire advenir une nouvelle figure de soi. Et donc finalement, cette pensée de la dialectique qui fait qu'on n'oppose pas sage et passage par exemple, nous permet d'être dans une pensée, dans un mouvement optimiste, en considérant qu'effectivement, il y a toujours du devenir pour un être humain et pour un être vivant. Et finalement, la sagesse serait justement ne rien figer. Alors, c'est de croire toujours au changement possible. Alors, là, c'est là où je rentre un petit peu dans mon quotidien, dans mon travail, et où c'est pour ça que la philo, quand elle vient éclairer une pratique, elle est tout sauf théorique. C'est tous les jours, et si vous travaillez avec des enfants, si vous travaillez avec des adolescents, avec des adultes aussi, mais c'est un petit peu plus lent, vous allez pouvoir toucher du doigt ce mouvement dialectique. Comment finalement chaque chose, chaque être humain que l'on rencontre peut se transformer, on n'est jamais réduit à ce qu'on a été, on est toujours plus que ce que l'on est, et on peut toujours advenir à quelque chose qui peut nous surprendre. Donc je pense par exemple à Max, un petit garçon, non, un adolescent de 14 ans, et donc c'est vraiment l'illustration de ces des opposés qui coopèrent et du renversement possible en son contraire. Cet adolescent de 14 ans, je le reçois pour une première fois avec ses parents, et pendant le premier quart d'heure avec ses parents, c'est une longue série de choses négatives. Et il ne fait pas ceci, et il n'est pas cela, et c'est vrai, il venait de se faire vider pour la deuxième, il avait 14 ans, il était en retard, il n'était qu'en 5e, il venait de se faire vider d'un collège, etc. Donc c'était vraiment un adolescent en difficulté, et pendant un quart d'heure, les parents ne se sont pas gênés pour lister effectivement tout ce côté passage de l'adolescent. Pendant ce temps-là, il était courbé sur lui-même, écrasé un petit peu par cette définition, hein, ce cadre dans lequel on le mettait, et il était vraiment figé. Ok, je mets les parents à la porte, je les mets dans la salle d'attente, et je commence à discuter avec Max. Et vous ne pouvez pas imaginer ce par quoi il a commencé la séance. Je lui dis alors, Max, qu'est-ce que tu as à dire de tout ça? Est-ce que tu as envie qu'on parle d'autre chose? Parce qu'évidemment, il faut surtout ouvrir vers d'autres choses que par rapport à cette définition qui enferme l'enfant. Et alors, il reste quelques secondes à réfléchir. Et alors, à ce moment-là, cet adolescent qu'on m'avait décrit violent, et qui doit l'être, puisqu'il a été quand même vidé deux fois de collège, tout d'un coup, il a les yeux embués de larmes et d'émotions, et il me parle d'un coucher de soleil qu'il avait vu pendant les dernières vacances avec ses parents. Une description d'une poésie, mais extraordinaire. Il était en haut d'une dune et il voyait l'océan devant lui. Il m'a parlé des couleurs. Je l'ai laissé parler. Donc c'était un autre enfant qui était là devant moi. C'était un autre adolescent qui était devant moi. Et du coup, effectivement, en lui se côtoyait bien et ce côté passage et ce côté sage. Et effectivement, il est intéressant, il est important d'aller finalement voir, comme Camus nous le disait, aller voir finalement derrière l'ombre s'il y a du soleil qui se cache. Et cet adolescent a pu s'en sortir, je l'ai reçu il y a quelques 3-4 ans, etc. Et il a pu s'en sortir. J'ai pu moi prendre appui sur ces aspects positifs qui étaient enfermés, qui étaient en lutte, qui étaient en tension contre d'autres aspects négatifs en lui. Il y avait de la violence en lui, mais il a appris à la métaboliser, à la symboliser et à la contenir. Parce qu'effectivement, et ça je pense que vous, dans votre travail, vous le connaissez, vous le savez, quand il y a une rencontre résiliente, quand on arrive à voir le positif, le sage
dans le passage de l'adolescent ou de l'enfant que l'on a en face de nous, il y a quelque chose de très possible, on ouvre des possibles. Alors, donc ça c'était un petit peu pour le côté un petit peu théorique, et au niveau finalement de l'illustration de ces enfants, passages qu'on m'amène et comment ils peuvent se transformer en enfants sages, j'avais pensé à vous parler, je ne sais pas quel est le prénom, je lui ai donné, parce que je lui ai donné le prénom d'Anthony, parce que donc des fois, quelquefois, je cafouille avec les vrais prénoms, les prénoms que je donne. Bon, on va l'appeler Anthony, ce petit garçon. Et quand je le reçois, il y a déjà pas mal d'années que je l'ai reçu. Il a 7 ans quand je le reçois. Et en fait, c'était un petit garçon qui avait été diagnostiqué comme préautiste. Donc là aussi, il y avait une étiquette, on ne donnait pas cher de son avenir, etc. Et il avait été diagnostiqué préautiste. Et il a été suivi d'abord par un thérapeute familial, lui et sa famille. Il y avait effectivement pas mal de désordres, de problématiques au niveau des interactions familiales. Donc ça a un petit peu levé les choses, ça a aidé un petit peu l'enfant. Mais à un moment donné, le thérapeute familial estimait qu'il fallait quand même qu'il y ait une prise en charge complémentaire en parallèle, une prise en charge individuelle de cet enfant. Et il m'a demandé si je voulais recevoir Anthony. Et Anthony, je vous en parlerai après pour montrer comment il était pas sage. Et Anthony, le thérapeute familial, en général, quand on fait comme ça des doubles prises en charge, on se parle très peu de la situation. On préfère laisser à l'autre thérapeute la possibilité de rentrer dans l'histoire, dans la psyché de l'enfant, et donc on se parle très peu. La seule chose que m'a dit ce thérapeute, il me dit: tu sais, je ne sais pas s'il me prend très au sérieux, ce garçon-là, enfin Anthony, parce qu'à chaque vacances, à chaque fois qu'il part en vacances, que ce soit les petites vacances ou les grandes vacances, il m'envoie une carte qui représente un âne. Et je sentais le trouble de ce thérapeute familial qui me dit: est-ce qu'il me prend pour un âne ou pas? Moi, en moi-même, je gloussais un petit peu, en me disant, bon, voyons voir ce garçon, etc. Et quand je reçois Anthony, j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait là, d'accepter ce petit garçon-là? Je n'ai, je crois, de toute ma carrière, pas vu d'enfant qui mettait à sac mon bureau autant que lui. Il explose, dans les premières séances que j'ai reçues, vraiment, il explosait. Mon bureau, les jouets, il y en avait partout, il y avait des Playmobil cassés, la peinture, des fois j'étais obligée de nettoyer les murs un peu, mais vraiment explosé, qui mettait en évidence son morcellement. Enfin, je veux dire, bon, c'était pas pour rien, et c'était important aussi que ça se manifeste. Ok, donc je commence à me dire qu'est-ce que je vais faire avec Anthony. Ok. Bon, quand même, il me parlait, il me regardait, il se passait des choses quand même entre nous. Les premières vacances arrivent. Qu'est-ce que je reçois? Alors, une carte, elle n'était pas petite. Une carte, un grand format, avec un âne. Alors, je commence à me rassurer en me disant, oh, qu'est-ce qu'il est beau cet âne! Il était devant une pâtisserie et il était en train de dévorer des yeux les gâteaux. Mon œil de psy se dit, ah tiens, il y a du désir là-dessous. On se rassure comme on peut. Et donc, bon, ok, mais quand même j'avale. Et je garde ça pour moi. Bon, ok, je mets la carte postale de côté. Et quand Anthony revient après les vacances, je le remercie. Alors il commence à me toiser. J'avais l'impression qu'il essayait d'évaluer un petit peu ce que j'étais capable d'entendre. Il me toise, il est un peu plus calme pendant cette séance-là. Un peu moins de désordre, un peu moins de bazar, et bon. Et presque à la fin de la séance, vous savez, c'est souvent à la fin de la séance qu'il se passe des choses intéressantes,
il me regarde, il me toise, et je sens qu'il veut me faire une confidence, mais il veut évaluer si j'étais capable d'entendre cette confidence, ou si j'étais vraiment un âne ou une ânesse. Et voilà, il me toise, il me dit, tu sais, il laisse le suspense un petit peu comme ça en tension, et il me dit, tu sais, j'aime beaucoup les ânes. Bon, je ne savais pas sur quel pied danser, qui était l'âne là-dedans, le plus âne des deux, je ne savais pas. Et il me dit, tu sais, j'aime les ânes parce que je suis comme eux. On nous prend pour des imbéciles et en fait on comprend tout. Alors là, je me suis dit, ma petite, tu as eu la présomption de te prendre pour un âne, mais tu n'es même pas capable d'avoir compris le message. Quand il a commencé à me dire, je suis comme eux, et on nous prend pour des imbéciles, mais on comprend tout, j'ai compris comment cet enfant, finalement, dans son entêtement, était d'une sagesse extraordinaire. Parce qu'il a fini par, dans son entêtement, alors oui, entre-temps, on a retravaillé la métaphore des ânes. Je me suis précipitée dans les bibliothèques et sur Internet, j'ai relu le conte de Bodane, qui est un conte d'un symbolisme extraordinaire, justement sur l'animalité, c'est vraiment la peau, enfin il y a un conte merveilleux. Mais je me suis rendu compte que dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, les ânes, les ânons, les ânesses étaient des personnages vraiment très nobles. Ils étaient quelquefois ceux qui résistaient à la bêtise de l'homme. L'homme ne comprenait pas, et l'âne, je ne sais plus pour quel prophète, le prophète voulait avancer, mais l'âne ne voulait pas avancer, donc il s'est fait battre, et il ne voulait pas avancer parce que l'âne avait vu l'envoyé de Dieu que le prophète lui-même n'avait pas vu. Donc, les ânes, dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau, ou les ânes, les ânons, les ânesses, non seulement voient des choses que les humains n'arrivent pas à voir, mais aussi, ils sont quelquefois la voix de Dieu, la parole de Dieu, etc. Dieu prend un âne, un ânon, une ânesse pour parler aux hommes. Donc, vraiment, là, je me suis dit, les ânes, quelle noblesse, etc. Et j'ai envie de dire que là, ce qui m'a montré comme sagesse, Anthony, ce n'était pas qu'il était obéissant ni rien, c'est qu'il s'est, je pense que dans sa manière d'envoyer des cartes d'une manière répétitive, presque compulsive sur les ânes, je pense que inconsciemment, dans une préconscience, il savait qu'il détenait un savoir, il savait qu'il ne fallait pas se fier aux apparences, qu'il fallait aller au-delà de l'apparence, et il s'est entêté à nous dire « allons au-delà de l'apparence ». Donc là, la sagesse de cet enfant-là a été finalement, s'est mise en œuvre, s'est mise dans sa manière d'être entêté. Et moi, finalement, j'ai été aussi un âne à suivre cet enfant-là. D'ailleurs, en tant que thérapeute, je ne suis qu'un âne qui suit les enfants, parce que c'est les enfants qui nous montrent la voie de la compréhension. Et je crois que la sagesse à laquelle donc la sagesse d'Anthony, c'était effectivement son entêtement à chercher du sens derrière les apparences et à ne pas s'arrêter à la première évidence des apparences. Et moi, mon entêtement, je pressentais, j'avais la conviction que Anthony connaissait ce qui pouvait l'aider à sortir du tunnel, et je n'ai fait, et qu'il est le seul à connaître cette voie finalement un petit peu de l'évolution pour lui, et moi je n'ai fait qu'admettre mon ignorance. Je ne savais pas comment l'aider, je ne savais pas de quel chemin je pouvais prendre, mais j'étais convaincue que lui savait et qu'il allait pouvoir me guider. Et finalement, notre rencontre, ça a été la rencontre de deux ânes. Lui avait une intuition qu'il n'arrivait pas à élaborer, et moi j'avais la conviction finalement qu'il avait un savoir que je lui ai juste permis de se ressaisir pour aller un petit peu de l'avant. Donc la sagesse là d'Anthony, ça a été un petit peu son entêtement, et moi ça a été ma conviction finalement, ma confiance dans mon ignorance.
Je ne savais pas ce que j'allais faire avec cet enfant, je ne savais pas comment on allait s'y prendre, mais je savais qu'il avait en lui les graines possibles pour s'en sortir. Alors, je ne sais pas jusqu'à quelle heure pour ça. Encore un quart d'heure. D'accord. Alors, je vais maintenant vous parler de... ça, c'est une situation aussi très intéressante dont je voudrais vous parler. Sébastien. Une autre forme de sagesse. Sébastien, je crois qu'il avait, quand il est venu, 6-7 ans. Tout a commencé, alors on parlait d'ambiguïté, tout a commencé d'une façon plus qu'ambiguë. Et m'a renvoyé à ma profonde ignorance, encore plus, et à mes doutes. Le premier coup de fil que je reçois, d'abord, c'est un message. Bonjour, je m'appelle Sophie, je voudrais que mon fils, comment on l'appelait ce petit, Sébastien, que Sébastien vienne consulter. Je voudrais que Sébastien vienne consulter, il a des difficultés, etc. Alors, quand j'ai entendu ce message, je me suis dit, tiens, cette maman, hein, c'était donc Sophie, cette maman doit beaucoup fumer, elle a la voix grave. Ok. Donc je rappelle, j'ai Sophie en face, enfin au téléphone, et je dis, bonjour, ok, qu'est-ce qui vous amènerait à consulter pour Sébastien ? Et elle me dit, voilà, il est très inhibé en classe, il est triste, il est abattu, il est un petit peu violenté par ses copains, il est un peu de souffre-douleur, etc. J'aimerais vous l'amener. La première séance, je reçois toujours le père et la mère. Donc là, j'ai une Sophie qui se présente au téléphone. Je dis ok. Et est-ce que vous pourrez venir à la première séance avec le papa? Là, il y a un blanc. Je suis Sophie. Je suis le papa de Sébastien. Moi, chez moi, il y a un bug. On ne peut même pas dire que je sois un âne. Il y a un bug. Je me ressaisis. Je dis bon, d'accord. Est-ce que vous pouvez venir? Je ne sais pas comment je retombe sur mes pattes, hein, mais ok. Bon. Et c'était une situation, effectivement. Alors, dès que j'ai raccroché, je me suis dit, je vais aller lire ce qui a pu être écrit sur la transsexualité. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir, etc. Heureusement, je n'ai pas trouvé le temps d'aller regarder les livres sur la transsexualité et j'ai reçu Sophie, la maman, et Sébastien tranquillement, la première séance, etc. Et Sébastien est un enfant avec lequel j'ai eu... Alors effectivement, Sophie était le papa. Sébastien avait connu son père comme père, et petit à petit, il a assisté à la transformation de son père en Sophie, avec des cheveux longs, avec des talons, etc., avec des seins, enfin je veux dire, bon, etc. Vous imaginez le trouble que cela peut représenter. Non seulement il y avait ça dans l'ambiguïté de sa situation, mais il y avait le petit frère qui était né après lui, et le petit frère n'avait connu que Sophie. Et Sébastien n'avait pas le droit d'appeler Sophie papa. Bon. Donc, les 2 ou 3 premières séances, Sébastien ne dit pas un mot. Il se love dans un fauteuil, il se tait et il ne parle pas avec moi. Et je lui dis, donc je discute, je lui dis, c'est vrai que tu as vécu des choses pas faciles, etc., etc. La 3e séance, il vient avec un livre sur l'Égypte. Et il me dit, j'adore l'Égypte et j'aimerais être égyptologue. Je commence par ne rien comprendre. C'est après coup que j'ai compris. Il me dit, j'aime beaucoup les pharaons, ils portent des jupes. Vous allez voir la pertinence de cet enfant-là. Et la première chose qui me dessine, ce sont des momies. C'est après coup que j'ai compris que les momies... Donc, est-ce qu'il enterrait son père? Mais c'est après coup que j'ai compris que les momies, à la fois étaient mortes, mais allaient dans l'éternité. Donc, on avance petit à petit, il est un peu moins triste, il arrive un petit peu mieux à l'école, etc. Et au bout d'un moment, il commence à jouer. Alors j'ai des marionnettes, j'ai des peluches dans mon cabinet, et il y a une peluche magnifique qui est un iguane, et depuis que j'ai reçu cet enfant, je ne sais pas si on dit un iguane ou une iguane, mais enfin je crois que c'est un iguane, et il met en scène cette iguane-là dans plein de jeux.
Mais à chaque fois qu'il met en scène cette iguane, il l'appelle le caméléon. Et moi, je lui dis, non, c'est un iguane. Non, c'est un caméléon. Et on a comme ça un dialogue de sourds pendant au moins une séance ou deux. Jusqu'au moment où, je ne l'avais jamais vu comme ça, il se met face à moi, il s'est révolté, et il tape du pied en me toisant là aussi, en me disant, je te dis que c'est un caméléon, c'est un caméléon. Je n'avais pas intérêt à lui désobéir et à dire quoi que ce soit d'autre. Et à ce moment-là, j'ai compris. J'ai compris qu'il était en train de symboliser toute son histoire. Les pharaons, c'était la possibilité d'être un homme tout en portant des habits de femme. Et le caméléon, l'essence même d'un caméléon, c'est de se transformer. Donc la sagesse, et donc il a commencé petit à petit à pouvoir me dire d'une façon très claire, très élaborée, mon père ne se supportait pas en tant qu'homme, il a eu besoin de se transformer, c'est son affaire, il ne veut pas que je l'appelle papa, mais pour moi, ça reste mon père, donc il s'est réinscrit dans sa filiation, dans ses origines, et je l'appellerai Sophie parce que ça lui fait plaisir. Donc la sagesse de cet enfant, ça a été d'oser se révolter contre moi, d'oser désobéir à son père, et en le considérant à la fois comme un homme qui se travestit, mais qui a besoin pas tout ça, qui change de sexe effectivement, mais et sans jugement. C'est un enfant qui a fait avec l'ambiguïté de sa situation, la situation de sa famille, sans juger son père. Et je trouve que là, effectivement, il m'a donné une leçon, enfin vraiment d'humilité et de grandeur finalement profonde. Et là, encore une fois, les contraires coopèrent. C'est parce qu'il s'est révolté, c'est parce qu'il a osé désobéir à son père en le nommant pour lui-même papa, tout en l'appelant Sophie, c'était le trip qu'ils pouvaient avoir ensemble. Mais donc, c'est une sagesse. Et cette sagesse-là, je l'entends régulièrement. Alors, une autre petite anecdote encore plus marquante et peut-être plus simple aussi. Cette sagesse-là, je l'entends dès l'âge de 2, 3, 4 ans de la part de mes patients. Ils ont une réflexion. Alors, je lisais en me régalant les phrases des enfants des ateliers philo. Je fais des fois des séances de consultation qui ne sont que des ateliers philo avec les petits patients. Et tout à fait récemment, j'ai reçu un petit garçon, on va l'appeler comment? On va l'appeler Léo, qui a 4 ans. Et pour montrer comment, d'une façon très naturelle, très spontanée, la réflexion profonde vient aux enfants. Et ce petit garçon-là, enfin Léo, appelons-le Léo, sa maman l'a mené en consultation parce que les parents venaient de divorcer, le divorce était violent, difficile, etc. Et elle avait peur, trop sage la maman, elle avait peur pour son gamin et elle voulait le protéger, etc. Et donc elle voulait qu'il consulte un thérapeute. Et pendant que la maman me racontait, donc j'ai reçu la maman, Léo était à côté de moi, non, la maman était là et Léo était à ma droite. Pendant que la maman discute, me raconte un petit peu tout le drame du divorce, Léo regarde, c'est toujours s'il sifflote, il regarde dans mon cabinet, il regarde les jeux, et il ne s'intéresse absolument pas à ce que dit la maman. Et à un moment donné, quand il profite d'un silence de la mère, il s'adresse à elle et lui dit « Et moi, avant de nous connaître tous les deux, comment tu m'as connue, comment tu m'as choisi ?» Alors la mère ne comprenait rien. Et moins les parents comprennent, plus je me régale. Et je lui dis, ah oui, tu imagines comment s'est faite la rencontre? Il me dit, je ne sais pas, parce que tu sais, et il regarde sa mère, mais il me regarde à moi, il me dit, tu sais, avant d'être dans le ventre de sa maman, on attend longtemps. Alors la mère, elle décrochait là, elle était venue pour son divorce, et elle voit son fils me parler d'un temps qui n'était pas si lointain. Et je lui dis, ah oui, t'as attendu longtemps. Il me dit, oui, tu sais, on attend longtemps. Et j'ai dit, mais alors, comment c'est quand on attend longtemps? Il me dit, c'est très bizarre d'attendre longtemps, parce que quand on attend, quand on n'est pas encore dans le ventre de sa maman, on est une graine. Ah oui, on est une graine. Il me dit, tu sais, une graine, mais très sérieux, très profond, très impliqué dans ce qu'il dit, très grave finalement. Et il me dit, parce que tu sais, quand on est une graine, on pèse quoi? On pèse 2 grammes, on pèse 1 gramme, on n'est rien. Un gosse de 4 ans.
On n'est rien. Alors la mère, elle dit, mais il est en train de faire quoi, mon fils, etc. Et je lui dis, alors ça fait quoi d'être rien? Il réfléchit, il se concentre sur lui et il se jette dans les bras de sa maman. Il dit, c'est à ce moment-là que tu m'as choisi. Alors, donc, des consultations comme ça, on en a, je veux dire, énormément. Parce que, effectivement, on ne peut pas dire que les enfants soient plus ou moins sages, on ne va pas faire de hit-para dans la sagesse, mais ce que je constate, c'est qu'ils ont une prédisposition, une spontanéité vers les questions philosophiques, vers les grandes questions sur le sens de la vie, et que souvent, à travers leur pourquoi, leur comment, souvent ils questionnent l'origine, ils questionnent la mort, ils n'ont pas du tout une vision morbide de la mort, mais souvent, en tant qu'adulte, en tant qu'éducateur, en tant que parent, parce que j'ai quand même affaire beaucoup aux parents, on néglige ces questions parce que ces questions nous renvoient à notre ignorance. Or, le sens même de la philosophie, ce n'est pas de trouver des réponses aux questions, c'est de cheminer ensemble. Et j'ai beaucoup de plaisir, moi, à inviter les parents à discuter autour de ces questions-là, du pourquoi on vit si on doit mourir, est-ce que tu les as connus les dinosaures, quand ils me posent cette question, je me dis, ce matin je vais être bien fatiguée, comment elle est venue la première fleur, comment est venu le premier arbre, etc. Alors les parents, les adultes, les éducateurs, quelquefois, ils fuient devant ces questions parce qu'on ne sait pas comment répondre. Mais il n'y a pas de réponse à donner. Il y a un cheminement à faire ensemble. Et j'invite les parents à oser affronter leur ignorance, à accepter l'idée qu'ils sont des ânes, mais que les ânes sont des êtres nobles, qui peuvent entendre des nouvelles, qui peuvent entendre les voix de la sagesse autrement que par la science et que par le savoir absolu, et que l'important c'est de cheminer et de se poser ensemble, de s'interroger ensemble sur le sens de la vie, sur le vivre avec l'autre, sur le comment accepter l'autre, comment s'accepter soi-même. Et j'ai beaucoup de plaisir aussi à inviter les parents à rentrer dans ce cheminement avec leurs enfants, parce que c'est en transmettant aux enfants des valeurs, un regard sur la vie, que l'on fait autorité, que l'on ait de nouveau des référents, que l'on soit parent, que l'on soit éducateur. C'est quand on a soi-même, j'ai envie de dire, un certain rapport à la vie, que l'on va être considéré comme des pôles d'identification, comme des référents, comme des figures d'autorité dans le sens noble du terme. L'autorité, c'est aussi autoriser l'enfant, c'est autoriser l'enfant à grandir. Donc, être une figure d'autorité aujourd'hui, que l'on soit éducateur, parent, enseignant, etc., c'est transmettre à l'idée notre propre goût pour la vie, notre propre confiance pour la vie et le fait que l'on chemine ensemble pour chercher du sens à la vie. Ce qui fait autorité auprès des enfants, ce n'est plus le pouvoir, c'est quelque chose de l'ordre de l'éthique et c'est quelque chose de l'ordre de l'existentiel. Si je montre à l'enfant que je me dépatouille comme je peux avec la vie, que j'ai peur de la mort et de la vieillesse, etc., mais que je me dépatouille avec mes peurs existentielles, à ce moment-là, je me situerai à un niveau d'abord, je ne me situerai pas dans le simple éducationnel où je dis à l'enfant, lave-toi les dents, fais tes devoirs, etc. On prend une autre hauteur, on lui permet d'avoir une vue générale sur la vie, et à ce moment-là, on l'aide aussi à retrouver, à continuer à avoir le goût de penser. Car c'est effectivement, je ne sais plus quel philosophe qui disait, penser, c'est une façon, c'est la manière dont chacun peut choisir d'être heureux ou de ne pas être heureux. Alors, si le temps est venu de conclure, j'avais gardé une phrase d'Épicure qui pouvait être... Alors, attendez que je la retrouve. Ah oui, c'était Platon qui disait, chacun, parce qu'il pense, est seul responsable de la sagesse ou de la folie de sa vie. Donc, si on aide les enfants à aimer penser, si on leur montre que nous, adultes, on n'a pas de mal avec le fait qu'on n'ait pas de réponse, parce que à nos questions, à leurs questions, à ce moment-là, on leur offre un cadeau énorme.
parce que justement, le cadeau de montrer que, en pensant, on arrive à se constituer, à se construire comme des êtres autonomes, des êtres responsables, et c'est en pensant finalement qu'on arrive à accéder soit à la folie, soit à la sagesse. Alors, maintenant, je vais pas la... Attendez, j'aurais essayé de trouver la phrase d'Épicure, parce que je pense qu'effectivement, elle peut faire une jolie conclusion, que nul, étant jeune, ne tarde à philosopher, ni vieux, ne se lasse de la philosophie, car il n'est pour personne ni trop tôt, ni trop tard, pour assurer la santé de l'âme. Je trouvais que c'était une petite phrase qui pouvait nous servir à montrer que finalement ce n'est pas la sagesse qui est forcément à chercher, mais c'est effectivement le bonheur. Et peut-être ce que je n'ai pas suffisamment dit, alors je ne sais pas si j'ai encore 2 minutes, ce que je n'ai pas suffisamment dit dans la sagesse que je rencontre auprès des enfants, que j'ai plus de mal à rencontrer chez les adultes, mais que j'arrive à explorer grâce à l'hypnose, c'est qu'ils vont chercher en dehors finalement de leur contexte proche, les forces de rebond. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils peuvent rebondir parce que peut-être qu'ils vont retrouver des ressources en eux, qu'ils vont trouver des ressources chez les éducateurs qui les accompagnent, chez les parents, dans les familles qui vivent à côté d'eux, mais surtout, ils vont chercher leur force de rebond, comme le premier adolescent, je ne sais plus si je l'avais appelé Max ou quoi, avec le coucher de soleil, ils cherchent leur force de rebond dans l'immensité du vivant, dans l'univers entier. Et quelque part, souvent, ils mettent aussi en évidence, en pratique, ce que Hubert Reeves disait, il dit qu'on est tous des poussières d'étoiles. Et finalement, les enfants qui trouvent du rebond dans la beauté, dans l'esthétique du monde, même s'il est cruel, et donc ils trouvent de l'esthétique, du rebond, des capacités de ressources, des compétences dans l'esthétique du monde, dans le monde des vivants, et finalement peut-être que la sagesse, c'est d'être capable de regarder autour de nous la beauté qui peut exister et qui se cache quelquefois derrière le passage et derrière les ombres, mais quelquefois les ombres nous aident aussi à nous protéger. Voilà, je veux respecter l'heure, et donc je vous remercie, et